Au-delà des passions politiques et de la conjoncture sécuritaire, le Mali, c'est aussi et surtout l'histoire d'hommes et de femmes qui osent, qui créent et qui résistent. Acteurs économiques, sociaux ou culturels, jeunes ou adultes, alphabétisés ou non instruits venant de tous les horizons, ces hommes et femmes font et portent le Mali. Dans ce magazine Médine, dédié aux grands acteurs du développement, nous racontons leur histoire. Dans ce numéro, nous parlons essentiellement d'économie numérique. Le Mali a dédié un département exclusivement à la prospective et à l'économie numérique. Les jeunes Maliens qui interviennent aujourd'hui dans le secteur sont en train de faire de belles choses. Nous vous raconterons l'histoire d'un jeune qui a mis en place un drone Made in Mali. Et avec Kébé, nous parlerons de start-up, de communication et d'autres sujets. Sekab, bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Votre département aujourd'hui, je le disais tantôt, est exclusivement dédié à l'économie numérique et la prospective. Que pouvons-nous retenir de cette volonté politique? Aujourd'hui, il est difficile de parler de prospective sans parler de ce qui va se passer demain ou après-demain. Et la création de ce ministère correspond vraiment à cela. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons avant, il y a 5 ou 10 ans, avec nos téléphones et avec autre chose, nous les faisons différemment aujourd'hui et nous les ferons différemment demain. Donc ce ministère, vraiment, le but, c'est vraiment de faire en sorte de définir le plan de ce qui va se passer et de comment est-ce que les Maliens vont vivre dans les villes, dans les villages, dans les grandes agglomérations, dans les cités urbaines. Des futurs Maliens. Oui, par l'occasion donc de la revue Ticket Société qui paraît ce mois-ci, nous avons voulu consacrer un dossier à ce ministère et on s'est dit que justement on pouvait l'appeler comme étant le ministère des futurs, d'autant plus que la prospective, comme le disait le chef de cabinet, la prospective est dans le futur et aujourd'hui il faut le reconnaître, l'économie numérique, le numérique est quelque chose qui nous projette aussi dans le futur. Donc nous avons voulu consacrer une réflexion à ça, savoir d'où est-ce que ce ministère part, parce qu'il y a des antécédents à la prospective, il y a des antécédents à l'économie numérique, et où est-ce que, en jumelant ces deux pans qui semblent un peu différents, comment est-ce que le ministère peut trouver une jonction et que cette jonction puisse aboutir à quelque chose que nos autres dirigeants pourront utiliser dans les 20, 30 ou 40 années à venir. Effectivement, à l'avant-garde aujourd'hui de ce combat pour la promotion de l'économie numérique, il y a des initiatives privées, mais aussi des structures étatiques, dont la SMTD, que nous vous proposons aujourd'hui de découvrir dans cet élément. L'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication a fortement intensifié l'évolution du numérique au Mali. Ces dernières années, le gouvernement malien a initié d'importantes opérations qui ont consolidé l'écosystème numérique avec le développement des infrastructures, la construction de l'économie numérique et la promotion de l'entrepreneuriat numérique. Une entité, un gouvernement, une entreprise utilise les nouvelles technologies au sein de ses activités pour digitaliser ces processus. Donc, ça permet aux entreprises qui avant utilisaient par exemple le papier écrit d'utiliser finalement l'outil informatique. Donc, par exemple, au lieu d'envoyer le courrier physique, on peut finalement envoyer des emails. Donc, toute application numérique, digitale, qui permet à l'entreprise d'améliorer son processus, est ce qu'on appelle la transition numérique. En effet, la transition numérique offre des perspectives avérées pour le Mali. Avec l'autonomisation galopante des tâches dans le domaine numérique, nous sommes aujourd'hui à l'aune d'une révolution numérique. La Société malienne de transmission et de diffusion SMTD, qui œuvre dans les domaines de la transmission, de la diffusion et du numérique, a pour vocation d'assurer la transition numérique dans notre pays et de faire du numérique non seulement un vecteur de développement humain durable, mais également une source de productivité et de valeurs ajoutées pour les secteurs économiques. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la révolution numérique. Donc, pour ne pas rater cette révolution, la SMTD a vu naissance. Donc, nos activités nous donnent tout d'abord la lourde tâche d'assurer la diffusion nationale dans tous les coins du pays en termes d'accès à la télévision nationale, l'ORTN, ainsi qu'aux radios nationales. Donc, une autre de nos activités, c'est de faire un maillage du pays en termes de fibre optique, donc permettre à l'État et notamment au privé aussi de pouvoir interconnecter leurs services à travers un maillage de fibre optique
sur tout le territoire. Donc, en plus de cela, nous avons d'autres activités, notamment le stockage des données de façon sécurisée. Nous avons aussi un grand éventail de points hauts, notamment appelés les pylons, qui permettent aux opérateurs et aux autres privés de pouvoir installer leurs émetteurs et autres outils de communication. Et nous offrons aussi un service de call center à l'État ainsi qu'au privé pour être beaucoup plus proche de leur clientèle. Et pour finir, la SMTD offre aussi de l'Internet en gros aux opérateurs et FAI afin de diminuer le coût de l'accès à l'Internet. Et ce qui est une de nos missions de diminuer la fracture numérique dans ce pays. Le projet phare de la SMTD pour 2020 s'articule en priorité vers la télévision numérique terrestre TNT et la mise en œuvre du projet Mali numérique 2020. Voilà, des retours sur le plateau. SECAB, réaction sur cet élément. Ok, comme vous avez pu le voir au niveau de la SMTD, c'est la société malienne de transmission et de diffusion. dont l'une de leurs activités principales, c'est vraiment le stockage des données, les fibres optiques, comme Ismaël Togola l'a dit dans l'élément. Aujourd'hui, il y a une question de souveraineté numérique qui arrive dans les prochaines années. Et ces capacités de stockage que nous sommes en train de mettre en place au niveau de la SMTD vont nous permettre de sauvegarder quelque peu notre souveraineté économique et notre souveraineté numérique, pardon. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas dans les prochaines années qui viennent où vont partir nos données, comment est-ce qu'elles vont être utilisées et tout. Vous remarquerez même que quand on parle de guerre, on ne parle plus de guerre mondiale, mais de guerre asymétrique. Les choses changent et les choses vont très très vite. Et aujourd'hui, la SMTD, dans la transmission et dans la diffusion, nous aide en vendant des produits, en vendant ses services, mais aussi nous aide à faire en sorte que le Mali devienne souverainement numérique dans les prochaines années qui viennent, en faisant en sorte que les données des Maliens, utilisées par les Maliens, les données à caractère personnel et autres, puissent être sauvegardées sur le territoire malien pour que ça ne soit pas utilisé par d'autres pour nous faire des guerres asymétriques ou des guerres sur l'informatique. Avec vous, quel bilan peut-on tirer aujourd'hui du processus de transition numérique au Mali? Le processus de transition numérique au Mali a été cadré dans un document qui est appelé Mali numérique 2020, dans lequel le département, à l'époque de la communication, s'était projeté pour qu'à l'horizon 2020, le Mali soit un pays totalement numérique. C'est vrai qu'à ce jour, il est difficile d'avoir un bilan. Je pense que le département va certainement plonger là-dessus, faire un bilan de ce document-là avant de se projeter encore. Mais ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, le numérique fait partie de nos réflexes au niveau de l'administration, au niveau du secteur privé, au niveau de nous-mêmes en tant que simple population. Le numérique fait partie de nos vies. Il y a eu cette volonté aussi, pas qu'au niveau du Mali, au niveau même de la sous-région, d'avoir, ne serait-ce qu'au niveau de nos télévisions, cette volonté d'aller au numérique. Et comme on a dit, la SMTD, le fait de scinder l'ORTM en deux et d'avoir donc l'ORTM et la SMTD est déjà une concrétisation de cette volonté malienne d'aller à la transition numérique. Alors, monsieur le chef de cabinet, le plus grand chantier aujourd'hui pour vous, c'est la loi sur les startups. Et quels sont les tenants et les aboutissants de cette loi? Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de start-up, il y a un peu une sorte de confusion des genres. Absolument. Beaucoup de gens ont l'impression que créer une entreprise pour produire du savon ou produire autre chose, automatiquement on peut s'appeler start-up ou autre. Une start-up, c'est vraiment une définition qui va être clarifiée pour tout le monde. C'est un fonctionnement, c'est un financement, un mode de financement, une sorte d'exemption d'impôts et tout pour que l'innovation puisse être au cœur des populations aujourd'hui et que l'écosystème du numérique puisse être vraiment mis en place et puisse être aidé par le gouvernement pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été fixés. Parce qu'aujourd'hui, tant qu'on ne sort pas de cette confusion des genres et que cette loi des Startup Act ne passera pas, tout le monde sera en train de dire j'ai créé une start-up, mais en fait on ne comprendra pas de quoi il s'agit. Alors qu'on a besoin aujourd'hui de s'appuyer sur les startups pour faire en sorte que l'économie numérique dont on est en train de parler, parce que autour du numérique, il y a vraiment une économie qui se crée. Il y a une grosse économie qui se crée et c'est l'économie nationale même qui se crée autour du numérique. Parce que je vous prends un exemple simple aujourd'hui, avec la dématérialisation de l'administration qu'on a commencé au niveau des ministères où on est très très avancé, avec des outils qui nous ont été mis à disposition par l'AGETIC. Aujourd'hui, nous faisons en sorte qu'à part les courriers que nous recevons pour les demandes d'audience, qu'il n'y ait plus de papier qui circule. Juste pour exemple, dès qu'on reçoit une demande d'audience ou une demande de partenariat ou quelque chose comme ça, la secrétaire qui reçoit est la seule qui reçoit du papier. Tout ça, c'est matérialisé, c'est dématérialisé complètement et c'est envoyé à chacun. Si c'est le chef de cabinet qui doit recevoir, il le reçoit sous forme de mail, il reçoit un SMS qui va avec. Et si c'est le Ségal, si c'est Madame le ministre elle-même et tout. Et le retour aussi à la personne est fait
soit par voie électronique, soit par ce qui nous permet de faire aujourd'hui un énorme gain en termes de papier, ce qui nous permet même de faire une petite transition aussi vers l'écologie. Alors, Kébé, on parle effectivement de la dématérialisation effectivement dans les services publics, mais est-ce qu'un département dédié aujourd'hui à l'économie numérique peut faire changer les choses? Je crois que c'est la volonté politique qui est affichée par le chef de l'État. Cette volonté va s'accompagner d'un certain nombre de choses, d'autant plus que le département est pourvu en structure technique pour mener ce travail-là. On a cité l'AGETIC, on vient de parler de la SMTD. Donc, c'est des structures qui vont mettre tout en œuvre pour que la politique malienne en matière d'économie numérique puisse être une réalité. Au-delà du département, parce que malheureusement, on sait que l'attelage gouvernemental est amené souvent à changer. Absolument. Mais aujourd'hui, il y a une structure qui est dédiée à l'économie numérique. On a une direction nationale de l'économie numérique. Donc, je pense que c'est des efforts à saluer et faire en sorte que ces efforts-là ne restent pas seulement des efforts vains d'un chef d'État ou d'un ministre, mais que ce soit vraiment une volonté partagée par toutes les populations pour que la volonté qui est affichée, pour que la vision qui est affichée puisse être percutée en action à notre niveau. Le chef de cabinet l'a répété, il y a un mélange, il y a une confusion. J'ai tendance à me moquer souvent quand je vais dans des cérémonies ou des activités en lien avec l'entrepreneuriat où on a des jeunes pousses qui se font faire des cartes de visite et on peut lire immédiatement dessus CEO de telle start-up. Quand on lui demande qu'est-ce que vous faites, il dit oui, j'ai des taxis. Je dis mais taxi, à moins que vous me dites que votre taxi fonctionne avec une application ou un côté numérique, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes une start-up. Donc je pense que cette loi va permettre de cadrer des choses, mais aussi va créer un environnement sain pour le développement de ces entreprises-là. Et donc c'est une nécessité. Mais aujourd'hui, une des questions que moi je vais poser au chef de cabinet, c'est de savoir, parce que on a une image en tête, quand on dit économie numérique, on voit que Madame le ministre est l'une des plus jeunes ministres du gouvernement malien, le chef de cabinet est excessivement jeune, je sais que quelques membres du cabinet sont très jeunes, on verra que la plupart des entrepreneurs dans ce secteur-là sont jeunes. Est-ce que l'économie numérique est une question de jeunesse? Absolument, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la population de Maliens qui est jeune, comme vous avez dit, le ministre des Maliens de demain, tout de suite, ça nous a fait titre. Et quand on dit prospective, ça va se faire avec ceux qui viennent, nos enfants, vos enfants, les nôtres. On est en train de dessiner aujourd'hui ce qui va se faire. Ce qui est déjà fait est bon. Ce n'est pas remis en question, ce n'est pas remis en cause, c'est juste d'améliorer ce qui est déjà fait, mais aussi de faire en sorte que ce qui va se passer dans les 10, 15, 20 ou 30 prochaines années, qu'on commence déjà à le planifier. Parce qu'on ne peut rien faire sans planification. Quand on ne planifie pas, on se prépare à échouer. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse dire dans les 10, 20, 30 prochaines années qui viennent, où est-ce qu'on veut voir le Mali. Et quand on aura planifié ça, en principe, maintenant, ça nous permettra de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a comme jalon, où est-ce qu'il faut travailler, où est-ce qu'il ne faut pas travailler, où est-ce qu'on doit s'arrêter, etc., etc. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que c'est un ministère jeune pour répondre à votre question. Et tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas de la rétrospective, c'est de la prospective. Totalement. Au Mali, bien des difficultés sont présentes pour braver le mystère des nouvelles technologies, surtout dans le cercle jeune, où certains veulent croire et porter le futur du pays à travers l'innovation technologique. Parmi ceux-ci figure Moussa Diarra, dit Zegué, à peine 27 ans. Le jeune ingénieur en électronique et technologie de système, embarqué à initier un prototype de drone. Maliba, comme son nom l'indique, qui signifie le Grand Mali en français, est une combine des hautes technologies de pointe dans bien de domaines. C'est une œuvre encouragée. Ce drone est multifonctionnel, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté. La première fonction, c'est que ça peut apporter beaucoup à la sécurité ou à l'insécurité qui prévaut au Mali. Il l'a fait à partir d'une batterie. Dans la multifonctionnalité, ce drone-là peut apporter à l'agriculture. Dans son envol, il peut donner dans un champ, dans un verger, il peut donner, ce que j'ai compris, la quantité d'engrais qu'il faut pour l'agriculture ou pour, ma foi, les besoins agricoles. Un archétype de drone qui combine haute technologie et sauvegarde de l'environnement.
assemblé à partir de sachets ou bouteilles d'eau minérale plastique recyclée, le drone Maliba est fait à base de 20 sacs de 100 kg remplis de sachets ou bouteilles plastiques. De quoi à sauvegarder l'environnement, mais aussi donner une altitude maximale de 500 mètres de haut à l'œuvre capable de parcourir en 3 heures une distance de 120 km grâce à la légèreté des matières qui le composent. Mais pas seulement. Dans son parcours, il peut filmer tout ce qu'il voit au sol, en l'air, et puis renvoyer l'image à temps réel au sol. Je pense que dans un pays qui est en guerre, c'est comme le nez dans le visage, on ne peut pas le cacher. Ça peut apporter beaucoup à la sécurité ou à l'insécurité qui prévaut au Mali. Le développement de l'administration de ce monde recommande beaucoup la science. L'avancée des pays, sans conteste, c'est la science. Oui, des résultats sont attendus et la jeunesse malienne a de quoi à répondre. Mais pour y parvenir, il faut forcément une jouvence plus formée et moins en moins connectée seulement sur les réseaux sociaux. Retour sur le plateau, réaction Kébé. Voir un jeune Malien qui prend l'initiative de faire un drone, ça m'inspire seulement une seule phrase. Il faut oser rêver grand. Je pense qu'il a osé rêver grand. Maintenant, nous de trouver le moyen. Quand je dis nous, c'est bien entendu toute l'architecture malienne. Trouver le moyen de soutenir ce qu'il est en train de faire parce qu'il nous a donné différentes applications de son drone. Ce n'est pas seulement pour faire de la photographie pour nous qui sommes dans la communication, mais ça peut avoir des utilités militaires, agricoles, ainsi de suite, et même au niveau de la santé. Donc je pense que c'est une initiative à accompagner et je crois que le chef de cabinet est totalement d'accord avec ce que je dis. Ce jeune représente un modèle de réussite sur lequel vous pouvez vous appuyer pour porter vos actions en la matière. Justement, avant qu'on ait cet élément-là, ce dont on parlait justement par rapport à la loi sur le Startup Act, c'est vraiment de ce genre d'initiative qu'il s'agit. Quand des initiatives de ce genre sont prises, il faut qu'elles soient encadrées dans une loi, dans un schéma qui permette de les aider. Parce que quelqu'un qui est comme ça et qui n'est pas dans une loi spécifique, on peut le prendre comme soit un entrepreneur, soit un commerçant, soit un innovateur tout simplement. Alors que quand il est cadré dans une loi qui est la Startup Act, qui est une loi très ambitieuse, ça nous permettra aujourd'hui de mettre en place des mécanismes pour aider des jeunes comme ça. D'abord les identifier tous les jeunes qui ont des idées comme celle-là, qui sont très innovantes, parce que son idée est innovante dans le sens où, comme Kébé disait tout à l'heure, les seuls drones avec lesquels moi j'ai eu à travailler, l'autonomie c'est de 25 minutes. Ici, je vois qu'il fait un drone qu'on appelle Mali Drone et qui a une autonomie de 3 heures de temps. C'est des choses qui sont à encourager. Mais elles ne peuvent pas être encouragées dans la jungle entrepreneuriale dans laquelle on est, parce qu'aujourd'hui, comme Kébé disait tout à l'heure, tout le monde se prend comme un CEO et tout. Mais si on arrive vraiment à cadrer et à savoir les jeunes qui sont les plus innovants, qui avoir les idées les plus innovantes et qui peuvent faciliter la vie des populations maliennes et aujourd'hui et dans les prochaines années qui viennent, cette loi que nous sommes en train de prendre permettra vraiment d'assainir l'environnement et d'aider ces jeunes-là à avoir un cadre où s'exprimer, où grandir et où développer aussi leurs activités pour le bien de tout le monde. Alors Kébé, dans la revue économique Leaders actuellement en kiosque, vous consacrez un dossier à ce jeune. Est-ce une manière de faire ressortir la dimension économique de son initiative? Toutes les startups, malgré qu'elles soient de petites entreprises, ont vocation à grandir. Toutes les startups doivent tout mettre en œuvre aussi pour grandir. Et donc, l'innovation que nous met à disposition aujourd'hui M. Diarra, il le dit lui-même, il connaît ses applications, il sait à qui il peut s'adresser pour que sa production puisse croître et que cette production puisse servir à l'armée malienne, au ministère de la Santé éventuellement du Mali, au ministère de l'Agriculture. Donc aujourd'hui, nous sommes, en faisant cet article, l'idée pour nous c'était de montrer que ces startups peuvent bien sûr faire des revenus pour le créateur de ces drones, mais au-delà, peut avoir aussi une conséquence économique pour le Mali. Effectivement, monsieur le chef de cabinet, au niveau de votre département, vous avez initié une activité qui rentre dans le cadre de la promotion de telles initiatives. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes de mise en œuvre? Ok, merci beaucoup pour la question. Cette initiative, c'est l'initiative Tech Fridays qui a été prise sous la houlette de son Excellence Madame Kamisa Kamara, ministre de l'économie numérique et de la prospective. En fait, il s'agit ici, les derniers vendredis de tous les mois, nous nous retrouvons et nous mettons en place ensemble toutes les startups, toutes les idées les plus innovantes qui veulent compétir et qui veulent être vues et à qui on peut accorder un financement ou un coup de pouce pour qu'elles puissent avancer. Donc tous les vendredis de tous les mois, les derniers vendredis de tous les mois,
Les startups, sous l'impulsion des incubateurs et sous la houlette des incubateurs, mettent les idées et ces idées-là sont présentées à un jury, à un public qui sont notées et à la fin, les 3 meilleures idées sont primées. Il s'agit notamment du premier prix celui qui est premier qui reçoit 3 millions pour l'aider 5 millions pour l'aider à pousser, le deuxième qui reçoit 3 millions et le troisième qui reçoit 1 million. Mais il nous est arrivé aussi de voir que des projets qui n'étaient même pas primés parmi les 3, qui dans la salle ont reçu des soutiens de personnes qui ont dit tiens, ce projet je l'aime bien et je veux aussi, même si nonobstant le fait qu'il n'ait pas été primé, je veux quand même le prendre. Et ça c'est des gens qui étaient dans la salle, qui étaient des participants. Et aujourd'hui c'est vraiment ça qu'on veut mettre en place, faire en sorte que les gens puissent avoir des idées. Et Tech Fridays fait en sorte que ceux qui ont des idées, comme celle-là, innovantes, et ceux qui sont susceptibles de pouvoir les financer, pouvoir faire en sorte que ces idées grandissent, puissent avoir un cadre pour se réunir. C'est pour ça que depuis fin juillet, le dernier vendredi de tous les mois, jusqu'au mois de décembre, nous allons réunir ces acteurs-là pour pouvoir y travailler et faire en sorte que le maximum de structures innovantes puissent venir nous proposer leurs solutions. Je vais vous prendre l'exemple du dernier Tech Fridays qu'on a fait tout récemment. Celui qui a gagné, c'est un aveugle qui est venu avec une idée pour faire en sorte de pouvoir se guider tout seul dans la ville. Et qui a eu le premier prix tout de suite. Mais c'est une idée comme celle-là. Aujourd'hui, on a tous un parent qui peut être aveugle ou des choses comme ça, mais qu'on est obligé d'accompagner. Ou de l'accompagner en ville pour faire ses courses. Mais avec cette initiative-là qui vient, vous avez le petit outil qu'il a mis en place qui vous permet de vous déplacer comme vous et moi qui sont bien voyants. Lui qui est malvoyant aujourd'hui a la même autonomie que nous. Ça, c'est une innovation. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'innovations et beaucoup d'idées comme celle-là qui sont quelque part dans les tiroirs. On accompagne celles qu'on peut accompagner, mais nous exhortons aussi tous ceux qui peuvent le faire à se joindre à nous pour financer le maximum d'activités. Si on en a 18 et qu'on en a 18 qui sont financés, tous les vendredis du mois et tous les derniers vendredis du mois jusqu'au mois de décembre, quand on multipliera, mais prenons même 10 qu'on multipliera par 6, on sera arrivé à 60 startups juste d'ici décembre, ce qui est déjà une grande innovation. Mais quelles sont les astuces, les outils que nos jeunes start-upers peuvent utiliser pour booster leur idée de projet? On a compris tout le long du débat qu'une start-up, c'est un embryon d'entreprise. Comme tout embryon, l'entreprise a envie de grandir et pour grandir, il faut de l'argent. Donc la communication des startups doit essentiellement être orientée vers la levée de fonds, on va dire des crowdfunding, et il y a des stratégies pour le faire. Maintenant, avant d'aller à ça, je veux peut-être, je pense que le chef du cabinet pourra réagir là-dessus, m'assurer qu'au Mali, on a des business angels qui existent, qui ont fait leur carrière, qui ont de l'argent, qui veulent accompagner ces startups-là. Il faudrait qu'on sache si effectivement à leur niveau, il y a aussi une sorte de réglementation, une sorte d'organisation pour encourager. Je sais que le patronat joue un rôle, mais il faudrait que de façon formelle, on ait des business angels maliens. Ça existe dans d'autres pays. Maintenant, pour les jeunes qui sont dans le start-up, moi je vais peut-être revenir sur une stratégie qui existe, qu'on appelle le growth hacking. Si je dois le traduire, c'est un peu la piraterie de la croissance. Pour aller plus loin, c'est la piraterie de la croissance accélérée. L'idée est qu'il faut mettre en place un certain nombre de choses pour que l'entreprise puisse très rapidement se faire voir, accroître sa notoriété et forcément jouer sur son chiffre d'affaires. C'est vrai qu'il y a de bons côtés parce qu'en quelques temps, vous adoptez cette stratégie et vous êtes vu. Le mauvais côté, le revers de la médaille, c'est que malheureusement, très rapidement, on peut aussi s'ennuyer de vous et passer à autre chose. On a vu des exemples, on a vu Viber qui a pris un peu partout. Aujourd'hui, c'est plutôt WhatsApp. Viber, on n'en parle plus. Absolument. Donc, ça a ces revers-là. Cette stratégie, elle passe par quoi? C'est un certain nombre d'éléments. Le premier qui est connu de tout le monde, c'est les mailings. Absolument. La stratégie du growth hacking, c'est vraiment d'aller vers le client. Pour vous donner un exemple concret, c'est comme si vous aviez votre boutique de chaussures et vous vous dites, ça va, j'ai mon chiffre d'affaires, ça peut me satisfaire. Mais non, vous dites, oui, c'est bon, j'ai mon chiffre d'affaires, mais je vais aller vers d'autres. Vous prenez des jeunes du quartier, vous leur donnez des chaussures, allez-y, faites du porte-à-porte. Cette stratégie-là consiste en ça. On va aller chercher des données, des numéros de téléphone, des emails, et on va aller vers ces personnes en disant, voici notre produit. Au-delà de ça, toute start-up qui naît, je pense qu'il faut aussi avoir cette envie de sortir de leur monde des réseaux sociaux. C'est bien les réseaux sociaux, c'est bien la communication classique, mais il faut aller au-delà de ça. Et je pense qu'il faut de temps à autre que ces startups puissent être présentes sur des événements, un peu comme les Tech Fridays, ou encore sponsoriser des événements qui n'ont rien à voir avec le secteur, des événements culturels, où on peut vous voir à l'action. Donc, c'est ces petites idées qu'on peut essayer de leur glisser pour qu'ils puissent faire croître non seulement le nombre de personnes qui les connaissent parce qu'ils marchent par ça, mais aussi leur chiffre d'affaires. Merci Kébé.
SECAB, au-delà des Tech Fridays, quel autre chantier pour le ministère des Futurs Maliens? Okay. Le plus gros des chantiers par rapport à ça aujourd'hui, tout de suite, en dehors de ce qu'on a pu voir, c'est le chantier de la relecture de Mali numérique 2020, qui a été mis en place par nos prédécesseurs, avec lesquels nous avons travaillé, avec lesquels tous les ministres de ceux qui l'ont mis en place aujourd'hui ont travaillé. Mais en 2020, ce plan-là arrive à sa fin. Donc nous allons d'abord en premier lieu l'évaluer et ensuite mettre en place un autre plan stratégique qui va aller de 2020 jusqu'à 2040. Merci à vous, monsieur le chef de cabinet, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Kébé pour la constance. Merci au campement qui nous reçoit dans son cadre. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, vous qui suivez cette émission, vous qui commentez cette émission, vous qui faites des critiques constructives qui nous permettent de l'améliorer. Merci à tous et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Made in.